Bonsoir. 10 mars 2021, demain, cela fera exactement un an que le Premier ministre Ahmed Bakayoko nous a quittés. En première partie de l'émission, nous serons en compagnie de Dr Jean-Jacques Konadjé. Il est auteur de sa biographie officielle intitulée Ambak, une vie au service de la nation. Nous serons ensuite rejoints par Marie-France Kwaku, elle est activiste féministe et présidente de l'ONG Overcome, et Bénédicte Joanne, elle est présidente de l'ONG Stop au Chat Noir. En leur compagnie, il sera question, entre autres, de la situation des droits de la femme et de la lutte contre les violences basées sur le genre en Côte d'Ivoire. Analyse pertinente et débat constructif. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, c'est dans notre Live Talk. Bienvenue. Oui, très heureux d'être en votre compagnie pour ce numéro du Live Talk. Bonsoir Élisée. Bonsoir Brice. Comment allez-vous? Très bien, et vous-même? Ouais, ça va très bien, je suis content de vous retrouver. Bonsoir Edith. Bonsoir Brice. Bonsoir André. Bonsoir. Bonsoir Edith. Vous avez le droit de dire. Vous avez le droit de dire. Ouais. Non, j'ai remarqué. Bonsoir Madame Bleu. Non, j'ai remarqué qu'elle est dans un beau bleu en fait. Merci beaucoup. Je le porte si bien. Vous avez le droit de le dire, pas moi. Docteur Konadjé, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, Brice. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Je vous en prie, c'est moi qui vous dis merci. Merci. Je rappelle donc, je disais que vous êtes l'auteur de ce magnifique ouvrage, de cette biographie donc du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Je garde le meilleur pour la fin ce soir. Monsieur André Bois, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Brice, vraiment merci pour cet honneur que vous me faites. C'est pas très souvent que je suis, enfin quand c'est comme ça on veut sortir les gros discours. C'est depuis que je fais la télé, c'est la première fois qu'on me salue à la fin de tous. Ça me fait plaisir. Avec la mention le meilleur pour la fin. Ben voilà. Oui, le meilleur. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire sur ce plateau que vous êtes endimanché. Je crois que vous êtes le plus endimanché de ce plateau. C'est vraiment distingué. Ouais. Voilà. Merci. Franchement. Merci. Bien bouton. C'est une veste dite iconoclaste. Voilà. Notre, J'espère qu'il n'y a pas de, d'ironie derrière tout ça. Jamais. Bon, merci beaucoup. Très très bien. Je vais revenir à vous, docteur. Bonsoir à nouveau. Alors, je disais tout à l'heure, donc vous êtes l'auteur de cette biographie, Ambak, une vie au service de la nation. La première question, c'est déjà, encore une fois, on voulait, Élisée, avant de parler avec le docteur, il est important pour nous de rendre hommage donc, à la mémoire donc, de ce grand homme, on a envie de dire. Oui, Brice, comme vous le disiez si bien, hein, demain ça sera exactement une année que nous a quitté l'ex-premier ministre Ahmed Bakayoko. Je sais que très souvent les hommes d'État, quand ils partent, on a une série d'hommages et tout le monde participe à cet hommage-là, mais on est tous unanimes à reconnaître que s'il y a parmi ces hommes politiques un aussi qui a reçu vraiment un vibrant hommage de toute la nation, quelle que soit la classe politique, je dirais plutôt toute la classe politique confondue et même tous les citoyens, c'est bel et bien Ahmed Bakayoko. Et c'est donc normal que, je dirais, à un jour de l'anniversaire de son départ, on puisse marquer un coup d'arrêt et qu'on puisse rappeler celui qui a été l'homme et ce qu'il a pu réaliser au service de la nation, comme le dit si bien le livre. Un an après, on a toujours j'ai envie de dire, on a tous du Ambak très fort dans nos cœurs. On a toujours comme tu l'as dit, du Ambak très fort et très proche dans nos cœurs. Et quand je le dis, je pense tout de suite à la 5e phase du dialogue politique qui s'est terminé récemment et dont il est l'un des instigateurs, ou l'instigateur même principal de ce rapprochement entre les partis politiques. Il avait déjà appelé de tous ses voeux, il y avait déjà eu des contacts. Il était vraiment celui qui était le plus rassembleur auprès de la classe politique. Il a fait des efforts pour pouvoir ramener cette cohésion, en tout cas mettre en place cet espace de discussion. Et on a pu le constater en début de semaine, les conclusions de ce rapport, les visages souriants des différents acteurs politiques et les noms qui étaient présents en dessous des conclusions de ce rapport. Je pense que de là-haut, il doit être certainement satisfait de ce pas qui a été franchi. André? Oui, écoutez, vous savez ce que ça a représenté pour
pour la Côte d'Ivoire de perdre un deuxième Premier ministre de suite. C'était donc assez difficile. Donc le pays, pour ça, simplement, c'était déjà difficile. Aussi pour la personnalité que représentait Ahmed Bakayoko. C'est qu'on était dans un contexte où, politiquement, il y avait beaucoup de désaccords. Et chaque fois qu'il fallait faire parler les uns et les autres, il faisait partie des personnalités qui permettaient à tous de se reparler. On sait que le président Gbagbo, par exemple, son coup de fil, comment il a pu reparler au président Ouattara, c'est par le truchement d'Ahmed Bakayoko, parce qu'il a fallu se reparler. Donc il était vraiment un maillon essentiel de la chaîne même, puisqu'on parle de vie au cœur de la nation. C'était pour l'État, c'était quelqu'un qui était vraiment au cœur des actes posés par les différents hommes d'État, que ce soit Gbagbo, Alassane Ouattara ou Henri Konan Bédié. Très bien. Alors, on essaie un peu de planter le décor pour partager un peu notre ressenti. Et puis, en tant que journaliste, c'était pour nous important, avant de commencer cette émission-là, de saluer la mémoire donc, du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Ma première question, docteur Konadieu, c'est, je rappelle que vous étiez donc, directeur de cabinet du feu le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Il y a un an, comment vous apprenez la nouvelle de sa disparition? Dans quel contexte? Il y a un an, il faut dire que le 9 mars, parce que j'étais en contact avec ses enfants, et le 9 mars, il a l'un de ses fils qui avait fait une petite crise, je pense une crise d'angoisse. Donc j'étais parti le voir le 9 au soir, et puis le 10, j'ai décidé de passer rendre visite à ce fils du Premier ministre. Donc c'est quand j'arrive, je sonne et que je franchis le portail. C'est en me dirigeant dans la cour que j'apprends la mauvaise nouvelle. Donc imaginez un peu la situation, l'émotion, parce qu'en ce moment-là, je pense que la nation n'était pas encore informée. C'est un coup de fil qu'il venait de recevoir depuis l'Allemagne. Donc c'est dans ce contexte-là que j'apprends la disparition du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Et là, c'était une double peine. Une peine pour nous-mêmes en tant que collaborateurs, mais il fallait aussi voir comment calmer les enfants qui étaient Jusqu'au dernier moment, vous étiez en contact avec lui, il vous rassurait, vous étiez confiants On a été tous confiants. On a été tous confiants parce que moi, ma dernière rencontre avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko date du 8 février. Du 8 février 2021. Il me reçoit à sa résidence, on fait un point et tout. Il vient à Bobo... Parce que dans la période, il était allé à Bobo... Il vient à Bobo le 10 février. Le 10 février, il vient à Bobo et il me reçoit encore le même 10 février. Donc on a été en contact, c'est téléphonique. Et même lorsqu'il était en France, on a été en contact. On n'a jamais pensé que ça serait une issue fatale. Pour nous, il était parti juste pour un bilan de santé. Puisque le Premier ministre Ahmed Bakayoko, c'était quand même quelqu'un qui prenait soin de lui. Il était sportif, il faisait régulièrement ses bilans de santé et tout cela. Donc pour nous, on s'est dit que peut-être que c'est juste un problème de santé. On ne pourrait pas dire que c'est bénin, mais pour nous, on se disait qu'il était juste parti pour peut-être approfondir le contrôle et puis revenir. Voilà. Et comme tu l'as dit, voilà, vous étiez son directeur de cabinet, mais à quel moment vous décidez de prendre la plume et d'écrire sur son parcours, sur sa vie? En fait, c'est une histoire qui date de 8 ans. 8 ans. 2014. En fait, j'avais publié un ouvrage sur l'ONU et le conflit ivoirien à l'époque et il m'avait reçu en audience. Donc, je lui ai annoncé que je venais de faire paraître un ouvrage à Paris et que je sollicitais son parrainage pour une dédicace que je voulais organiser. Et c'est en ce moment-là que je lui ai fait la proposition d'écrire sur sa vie.
Parce qu'en le côtoyant, je l'avais découvert sous d'autres facettes et j'estimais qu'il y avait des stéréotypes qui lui avaient été infligés de façon, je dirais, très lâche. Donc pour moi, je me disais que c'était quelqu'un qui avait du vécu et que ce vécu-là méritait d'être su. Donc c'est comme ça que fin 2014, il me donne son OK pour que je puisse écrire sur sa vie. Avec une particularité. Cet ouvrage ne devrait pas sortir, c'est cela? Oui, il n'a pas voulu que l'ouvrage sorte parce qu'il a estimé que ce n'était pas opportun. C'était pas opportun, puisque moi j'ai fini le manuscrit en 2016, en juin 2016. Donc quand je finis tout le manuscrit, il est encore ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. J'ai tout écrit jusqu'à pendant ses fonctions qu'il occupait à cette époque-là. Il a dit que ce n'était pas opportun. En 2017, quand il est nommé ministre d'État, ministre de la Défense, je vais le voir, je dis, bon, monsieur le ministre d'État, je pense qu'on va rallonger un peu parce que là, vous occupez de nouvelles fonctions. Il m'a dit, non, écoute, ce n'est pas la peine, il faut patienter. En 2018, je conduis sa campagne à Bobo, il est élu maire et je vais le voir. Je lui dis, bon, je pense que là, vous êtes dans une nouvelle posture. Donc, ça serait bien qu'il y ait un chapitre consacré à Bobo. Même si on ne rentre pas dans les détails, mais votre programme de société doit être connu à travers ce livre. Il a estimé que ce n'était pas opportun. C'était pas opportun parce que Ahmed Bakayoko était, je dirais, plus au service de la nation. Il a estimé que tout ce qui pouvait venir de façon parallèle et qui pouvait peut-être être mal interprété n'était pas forcément à sa place. Pour lui, il était concentré sur sa mission. L'objectif, c'était les résultats. Et comme il avait l'habitude de le dire, seuls les résultats pouvaient parler d'eux-mêmes. Sur justement, parce que vous en parlez, sur le titre, est-ce que pour vous, le fait de l'intituler comme ça, Une vie au service de la nation, il y avait comme une façon de, je ne sais pas, je ne vais pas dire de nettoyer, mais en tout cas de dire qu'au fond, il y a eu beaucoup de choses dites autour de ce personnage, de cette personnalité, et que ce titre-là devrait être celui-là, qui allait être une forme de réhabilitation aux yeux de certaines personnes? Non, pas du tout. Il n'est pas question de réhabilitation. Mais pourquoi Le livre n'est pas écrit pour réhabiliter Ahmed Bakayoko. Parce que quand on parle de réhabilitation, ça veut dire que Ahmed a été peut-être baigné ou bien trempé dans des affaires. Mais surtout, je dis aux yeux de certaines personnes. Non. Il faudrait vraiment qu'on puisse, sur ce plateau-là, on puisse vraiment faire la part des choses. Très bien. J'ai écrit ce livre pour raconter la vie d'Ahmed Bakayoko. Et quand j'ai commencé à faire mes investigations, j'ai privilégié 3 approches. Comme je le dis, il y a eu la documentation, il y a eu les enquêtes terrain, et puis il y a eu les interviews, les entretiens semi-directifs. Et quand j'ai fait le recoupement de tout cela, je me suis assis, j'ai dit, mais bon, voilà quelqu'un qu'on ne connaît pas. Toute sa vie durant, Ahmed a été au service de la nation. D'une certaine façon ou d'une autre, il a toujours été au service de la Côte d'Ivoire. Et les exemples sont légion. Ahmed, il est à 24, 25 ans, avant même de créer le Patriote, il est le président de l'association des élèves et étudiants ivoiriens du Burkina Faso. C'est ça. Et là, c'est là qu'il fait sortir son génie, en fait, de rassembleur. Et à cette époque-là, il était en contact avec les autorités ivoiriennes, plus particulièrement l'entourage du président Houphouët-Boigny, parce que le Burkina Faso, sous Thomas Sankara, était un pays révolutionnaire. Donc, certains pays de la sous-région étaient tentés d'entrer dans cette dynamique-là. Ahmed Bakayoko a joué pas mal de complots contre l'État de Côte d'Ivoire. C'est ça, il a contribué à déjouer. Il a contribué à déjouer pas mal de complots. C'est ça une vie au service de la nation. Quand il vient en Côte d'Ivoire, qu'il s'inscrit à la fac de droit, tout le monde est unanime sur la posture qu'il a eue lors du congrès de 1990, où il a fait basculer les choses, où les jeunes du PDCI demandaient à entrer dans le bureau politique du parti, où des jeunes ont pris la parole pour fustiger le président Houphouët-Boigny. Ahmed fait partie de ces jeunes, pour ne pas dire qu'il a été le seul jeune dans la salle à dire que non, les jeunes, leur place c'était pour les études, que ce n'était pas dans des bureaux politiques. Ça, c'est une vie au service de la nation. Quand il crée le journal Le Patriote, contre l'opposition de l'époque, il se permet de défendre l'image du président Houphouët-Boigny, qui à l'époque symbolisait la nation, symbolisait l'État.
avec toute la fourre qu'il avait, ça c'est une vie au service de la nation. Et plus tard, quand il occupe les postes ministériels, tout ce qu'Ahmed a pu accomplir, tout ce qu'il a pu réaliser, du ministère des Antiques, en passant par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, y compris le ministère de la Défense. On sait tous les conditions dans lesquelles il arrive au ministère de la Défense, dans des conditions de mutinerie répétées. À propos, excusez-moi de vous couper, c'est là que je voulais en fait rebondir. Dans le développement, effectivement, hein, je pense que comme plusieurs Ivoiriens, ça je l'avoue et je le confesse aujourd'hui, la nomination du Premier ministre Ahmed Bakayoko à l'intérieur, franchement, honnêtement, dans l'opinion, en grande majorité, les gens avaient été sceptiques sur le fait qu'il soit, soit nommé ministre de l'Intérieur. Mais le résultat, comme vous l'avez si bien dit, a milité en sa faveur. Il a prouvé qu'il avait en tout cas les compétences pour... C'est ça le deuxième principe qui marque la vie d'Ahmed Bakayoko. D'accord, et après, comme vous l'expliquez si bien, on voit le contexte dans lequel il vient au ministère de la Défense. Dans un contexte de mutinerie, vraiment de grogne généralisée, de mutinerie, je dirais de grogne dans les casernes. Il vient et au bout de quelques mois, il arrive à apaiser l'armée, il arrive à redonner confiance, à créer cette confiance que les Ivoiriens n'avaient plus vraiment avec leur armée. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui nous dire quels ont été les secrets d'Ahmed? Qu'est-ce qui fait qu'il arrive aussi, je ne dirais pas facilement, mais arrive à déjouer plus ou moins les pronostics des plus sceptiques en fait? À arriver à réussir à l'intérieur, ce qui n'est vraiment pas évident dans le contexte dans lequel il vient à ce ministère, pareillement aussi à la Défense. Quelle était la touche Ahmed Bakayoko? Quel était vraiment ça fait partie des principes qui ont marqué sa vie. Comme je le dis dans le livre, quand on analyse la vie du Premier ministre Ahmed Bakayoko, d'un point de vue scientifique, sa vie a été marquée par 3 principes. Le premier principe, c'est l'école de la vie. Parce que Ahmed a appris dans le feu de l'action, dans la difficulté, il s'est imposé. Le deuxième principe, c'est la leçon à la vie. Et le troisième principe, c'est le don du soi. Mais je reviens sur la leçon à la vie. La leçon à la vie, c'est quoi? C'est que Ahmed, il a vaincu le fatalisme. Et il a déjoué tous les pronostics. Et Ahmed a toujours été là où on s'y attendait le moins. C'est ça. Et le secret d'Ahmed Bakayoko, c'était quoi? C'était l'humilité. L'humilité dans toute sa dimension, que ce soit professionnelle, familiale, intime et tout. Mais moi, je reviens sur le côté professionnel. Voilà quelqu'un qui, lorsqu'il est nommé, il dit, bon, moi, je viens pour être au service de la nation. Donc, je dois me faire entourer des compétences qui peuvent me faire avancer dans mon travail. Peu importe votre âge, peu importe vos origines politiques, peu importe vos origines, je dirais, culturelles. Pour lui, c'est le résultat. Pour lui, c'est le travail. Ça, c'est le premier secret. Le deuxième secret d'Ahmed Bakayoko, c'était le pragmatisme. Pas les grands discours, le terrain, les résultats. Son troisième secret, c'était la proximité. L'armée, qui est considérée comme la grande muette, était devenue trop bavarde. Trop bavarde parce qu'elle n'était pas entendue, elle n'était pas écoutée. Il fallait que quelqu'un puisse lui tendre l'oreille. Ahmed Bakayoko a tendu l'oreille à l'armée. Il a tendu l'oreille à l'armée. Il a écouté leurs problèmes, leurs préoccupations. Il a dit, nous sommes tous des êtres humains, peu importe ce qu'on peut avoir. Mais il y a des prérequis, il y a des choses simples qui honorent un homme, qui lui donnent de la dignité. C'est ses conditions de vie et de travail. De façon très concrète. Donc la loi de programmation, d'où la loi de programmation militaire. Non, la loi de programmation militaire existe déjà depuis 2016. Okay. Mais Ahmed Bakayoko, quand il arrive, au lieu de, je dirais, d'acheter des chars, oui, c'est bien beau, il faut lutter contre les menaces. Mais la première des choses, c'est de faire un travail sur le militaire lui-même, en améliorant ses conditions de vie et de travail. Il faut qu'il mange bien, il faut qu'il soit bien habillé, il faut qu'il soit respecté. À partir du moment où le militaire remplit ces conditions, je pense qu'il est prédisposé à servir sa nation. C'est ça la touche. De façon très concrète, docteur Konadie, vous parliez tout à l'heure d'Ahmed qui va écouter. Comment ça se fait? Il rencontre les militaires, il mange avec eux. C'est ça qu'on a envie de partager aujourd'hui sur ce plateau. Oui, Ahmed Bakayoko, vous avez parlé de proximité. Oui, mais la proximité, déjà, c'est avec les collaborateurs. C'est d'abord avec les collaborateurs. Parce que, vous savez, un ministre, c'est quelqu'un qui se fait, qui est entouré de conseillers, qui est entouré de directeurs généraux et tout cela, qui lui font des rapports, qui lui ramènent des propos du terrain, les réalités du terrain. Donc, il faut déjà que le ministre soit prédisposé à écouter ces personnes-là. Ça, je dirais, c'est le premier palier. Le deuxième palier, ça, c'est une touche personnelle que personne ne peut
nier cela à Ahmed Bakayoko. C'est sa disponibilité et c'est sa faculté et sa capacité à aller vers l'autre. Je vous assure que Ahmed Bakayoko a été le seul ministre dont tout le monde avait le numéro de téléphone. Voilà quelqu'un qui, lorsque peut-être des autorités lui font un rapport, il décide à son niveau de voir est-ce que au niveau de la réalité, ça correspond avec ce qu'on a pu lui dire. Absolument. Permettez-moi juste pour que vous puissiez nous relancer sur autre chose. Finalement, on se dit, pour la nation ivoirienne, Oui. qu'est-ce qu'on va garder comme souvenir ou qu'est-ce qu'on va garder comme élément Acquis. concret, comme acquis justement de Sous l'œuvre Ahmed. d'Ahmed Bakayoko? Qu'on retrouve surtout dans votre livre. C'est le souvenir de quelqu'un qui a profondément aimé son pays, qui a profondément aimé son peuple. Et c'est le souvenir de quelqu'un en qui tout le monde se reconnaît parce qu'il se reconnaissait en tout le monde. Ahmed Bakayoko, il a été celui qui a cassé tous les codes du protocole. Voilà quelqu'un qui, lorsqu'il arrive dans un endroit, ce qu'on lui dit de ne pas faire, il le fait. Parce qu'il estime que ce n'est pas parce qu'il est dans un costume de ministre qu'il ne doit pas ressembler à l'Ivoirien lambda. Qui ne doit pas être, par exemple, avoir pour ami quelqu'un comme Arafat, lui aussi, on pense à lui personnellement. C'est les combats qu'il disait, il est lui, en fait. Non, et ça, c'est quelque chose qu'on doit retenir. En fait, la particularité d'Ahmed Bakayoko, c'est qu'il était vrai. C'est ça. Il était vrai en amitié, il était sincère en amitié. Il assumait en fait ses fréquentations, ses amitiés. Non, Il était au-delà authentique, il certainement. était authentique. Ce n'est pas le fait d'assumer ou pas. Arafat a été une icône en Côte d'Ivoire. Peu importe la posture qu'il a pu avoir, mais Arafat a représenté le pays au plus haut niveau. Absolument. On peut tout reprocher à Arafat sauf son talent. Sauf son talent. Il a porté un genre musical de la Côte d'Ivoire qui est le coupé-décalé à un niveau inestimable. C'était 2 étoiles. Et aujourd'hui, on sent que son départ a laissé un vide. Donc Ahmed Bakayoko, c'est quelqu'un qui a estimé que lui, en tant que ministre d'État, il devait porter les gens vers le haut. Il avait cette faculté de dénicher des talents dans tous les secteurs. On a vu Et le choix une chose. rapidement, le choix de Manuel Valls pour la préface, Oui. c'était le vôtre ou le sien pour préfacer le livre? Non, en fait, le choix de Manuel Valls, ça a été un choix, je dirais, spontané et un choix du cœur. Parce que Manuel Valls a été ministre et Premier ministre et ami du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Donc, lorsque on finit la rédaction du livre, C'est ça. le Premier ministre Manuel Valls apprend que le livre, parce que le livre a été publié à Paris, donc il apprend qu'il y a ce projet d'écriture-là qui est en cours sur le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Donc il est entré en contact avec son épouse et il a estimé que pour ce que Ahmed Bakayoko a été pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique, pour les liens qu'il a pu développer avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko, il était de son devoir d'ami de lui rendre hommage, de lui témoigner son affection à travers cet écrit. Donc ça a été un choix du cœur, ça n'a pas été un choix politique. Docteur Jean-Jacques Konadié, je rappelle donc que vous êtes l'auteur de ce livre, Ahmed Ambak, Une vie au service de la nation. Combien de pages pour le livre? 304 pages, préfacé par le Premier ministre Manuel Valls et postfacé par Isaac de Bancolé. Alors, Pourquoi ces deux personnalités? Parce que c'était ce qui caractérisait Ahmed Bakayoko. L'homme de culture et L'homme de politique. culture et l'homme politique. Et tout a été fait dans cet esprit pour accompagner encore la dimension et l'hommage que toute la nation lui a rendu. Ahmed Bakayoko a été un homme politique, mais il a foncièrement et profondément aimé les artistes. Et c'est pourquoi il a été, je pense, un grand mécène. Il a aidé tous les artistes, quel que soit leur domaine, ici en Côte d'Ivoire et un peu partout ailleurs. très bien. En tout cas, l'ouvrage est disponible en ce moment dans toutes les... C'est disponible dans toutes les librairies, à la FNAC, à la Librairie de France. Votre sentiment ce soir, ou en tout cas, à la sortie de ce livre-là, c'est quoi? Je dirais que c'est une mission accomplie. C'est une mission accomplie pour moi parce que j'ai eu l'honneur d'être désigné biographe officiel du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Je me souviens encore, en 2014, il m'a dit qu'il y a des grands hommes de lettres, des hommes de médias qui l'avaient approché pour
ce projet d'écriture. Et il y a une anecdote que je voudrais raconter, si vous le permettez. Je me souviens avoir été sur le même vol que le Premier ministre Ahmed Bakayoko et j'avais cherché à le rencontrer. Et les hôtesses avaient fait un peu de difficulté et je leur ai demandé de dire au Premier ministre, il était à l'époque ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, et j'ai demandé qu'on lui dise que je suis sur le vol. Il s'est déplacé, il est venu me voir. Et dans la discussion, il dit, viens, je vais te présenter à quelqu'un. C'était Amadou Gon Coulibaly, qui était à l'époque secrétaire général de la présidence. Et il lui dit, mais écoute Amadou, je te présente mon petit. Tu vois, il est en train d'écrire sur moi. Les gens là, ils font les gros papiers, ils veulent écrire sur moi. Mais c'est le petit là que j'ai pris parce qu'il est ivoirien et je veux que ce soit un ivoirien qui écrive sur moi. Et ils ont éclaté de rire. Et aujourd'hui, le sentiment que j'ai, je raconte cette anecdote parce que le Premier ministre Ahmed Bakayoko, en me désignant comme son biographe officiel, m'a fait confiance. Il m'a fait confiance. Il m'a honoré. Et pour moi, à l'occasion de ces 1 an, sortir cette biographie officielle, c'est une façon pour moi de lui rendre tout ce qu'il a pu me donner. Très bien. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup, docteur Jean-Jacques Onadié. Le livre a été présenté, André, vous y étiez hier Ouais, déjà hier. Le livre a été présenté évidemment devant un parterre de personnalités Première dame. de haut niveau. Donc ça montre que beaucoup étaient en attente justement de comprendre les ressorts de cette vie de quelqu'un qui était si... enfin, je n'avais pas dit ça, mais ça me paraît bizarre de dire qu'il était si résilient au fond. Ahmed Bakayoko, tout le monde le voyait, j'allais dire, quelqu'un qui serait debout tout le temps. Et c'est vrai que ce livre nous en apprend beaucoup sur comment il a fait et où il tirait cette énergie énorme qui est aujourd'hui un exemple pour toute la nation. En tout cas, vous réussissez à raviver, en tout cas, dans notre cœur, encore une fois, le souvenir de ce grand homme d'État. Et puis, on va le conseiller donc à tous nos téléspectateurs. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau, Dr. Konadji. Et je rappelle donc que l'ouvrage, c'est Ambak, une vie au service de la nation. Merci beaucoup, docteur. Merci. On va marquer une pause et vous retrouvez tout à l'heure. Nous sommes de retour sur le plateau du Live Talk pour la deuxième partie de notre rendez-vous. Eh bien, deuxième partie, vous le savez, ce mois, nous le consacrons cette semaine, ce mois, toute notre vie finalement. Nous allons donc avoir un clin d'œil tout particulier à nos chères dames. J'ai fait l'erreur hier de dire célébration du 8 mars. Tu l'as senti passer, ce que j'ai dit. C'est le cas de le dire. C'était une belle soirée en tout cas. Ouais, franchement, pour vous. Nous en rejoignons sur le plateau du Live Talk. C'est une célébration ou pas ? Non, il y a un grand débat autour. On a mis les pendules à l'heure de toute façon. C'est déjà réglé. Ouais, bon. Ça Bon, va. ok, c'est déjà passé, sinon j'allais mettre... Non, merci André. Nous en rejoint sur le plateau du Live Talk Marie-France Kouakou, activiste féministe et présidente de l'ONG Overcome. Bonsoir Marie-France. Comment ça va? Merci, content de vous recevoir. Et puis Bénédicte Joanne, je prononce bien? Joanne. Tiens, je vais dire Juan, présidente de l'ONG Stop au chat noir. Bonsoir Joanne. Bénédicte, comment ça va? Bonsoir. Alors, toutes deux, vous êtes engagées en tout cas, dans la lutte pour la promotion des droits de la femme. Première question, mesdames. Aujourd'hui, quel regard vous portez sur la situation des droits de la femme en Côte d'Ivoire? Bénédicte. Alors aujourd'hui, la situation est toujours aussi grave, d'où le fait que la femme n'a toujours pas autant de droits. Il faut savoir que 24%, d'après l'UNFPA, 24% de femmes aujourd'hui, de jeunes filles, ne donnent pas encore en fait leur consentement concernant leur corps. En tout cas, l'utilisation, comme on dit, du corps féminin, du corps de la femme, il y a encore que 24% aujourd'hui des femmes qui osent exprimer leurs droits. Donc quand on parle de leurs droits, ça va être dans le mariage. Il y a beaucoup de jeunes filles qui sont mariées à l'âge mineur encore, mariées de force. Ça va être l'excision, ça fait partie aussi du droit de son corps, de pouvoir s'exprimer par rapport à son corps, et également le droit d'aller à l'école. Malheureusement, les jeunes filles aujourd'hui ont très peu de droits sur leur éducation. Mais malgré toutes les lois qui ont été votées ces dernières années,
qui ont les lois qui ont été ratifiées, les protocoles qui ont été également ratifiés par l'État de Côte d'Ivoire. Malgré tout ça, on a encore ce retard. À quoi c'est dû? On a encore ce retard et on va dire que sur Abidjan, on ne va pas le voir de la même manière qu'à l'intérieur du pays. Il y a encore ce manque justement d'information, d'éducation, ce frein. Et il faut savoir qu'une fille qui n'est pas éduquée a des conséquences en fait sur même le développement d'un pays. Donc on est en train de rattraper des générations qui ne sont pas encore, on va dire, prêtes à mettre les jeunes filles à l'école. Marie-France, vous répondiez à la même question. Votre regard aujourd'hui sur ce combat-là, ou sur cette lutte, dites-moi. Moi, je n'aborderai pas le volet de la lutte. Je parlerai plutôt de sensibilisation. Parce que, à force de parler de la lutte, on a l'impression qu'on est en train de lutter contre un sexe, qui est le sexe masculin. On a eu ce sentiment. Alors qu'on n'est pas en train de lutter contre un sexe, nous sommes en train de sensibiliser aux droits des femmes, aux droits aussi des hommes. Parce que le genre, c'est un outil de développement qui vise à corriger les inégalités politiques, économiques, sociales et culturelles. Et donc, le cas de la Côte d'Ivoire, il est spécifique. On va dire du monde entier, il est spécifique dans la mesure où on s'est rendu compte que plus de 60-70% des femmes sont victimes plus ou moins de violences et aussi de leurs droits. Quand je prends le cas de la Côte d'Ivoire, je dirais que pour ma part, les avancées sont à saluer. Parce que le ministère de l'Éducation a fait sortir une dernière étude qui nous dit qu'on a 86% aujourd'hui de jeunes filles, de filles qui sont scolarisées. Et sur ces 86% qui sont scolarisées, on a 56% qui partent de l'école du CP1 en 3e. Le défi aujourd'hui, c'est de pouvoir les maintenir au niveau au cycle supérieur. Et pour moi, c'est une avancée. La deuxième avancée, c'est on va appeler ça ce collectif d'activistes qui est né aujourd'hui en Côte d'Ivoire. On a plusieurs associations féminines qui sont fortement engagées dans la question. Très bien. Alors, vu que vous en parlez, l'ONG Stop Chat Noir, présentez-nous un tout petit peu l'ONG avec le... Oui, bien sûr, au-delà, présentez-nous l'ONG, mais au-delà de la présentation de l'ONG, c'est le concept même du chat noir dans une société qui est culturellement marquée, on va dire, par la puissance de l'homme. C'est quoi, ça révèle quoi, le chat noir, en fait? Le chat noir révèle plutôt la culture du viol, parce que c'est le fait de mettre un mot sur le viol. On ne dit pas qu'il y a eu viol dans un foyer, on va dire il y a eu chat noir. Donc si on cache, en fait, au lieu de mettre directement le mot, on finit par excuser, On excuse, mais on n'excuse pas qu'à travers le mot chat noir, ça va être le train, le tchep. Il y a plusieurs termes qui sont utilisés dans notre société pour parler de viol. Et quand ces termes sont utilisés, il y a la rigolade qui passe avec. Donc c'est encore une fois utilisé avec humour et donc ça nourrit cette culture du viol et ça fait que ça minimise l'acte qui s'est passé et donc ça minimise aussi le fait de la libération de la parole, le fait qu'une femme oserait parler, mais quand on dit le mot chat noir, on passe à la rigolade. Donc c'est un peu pour dire aussi, arrêtez de vous moquer du viol, arrêtez de... Les victimes de ce viol-là, justement, ce sont des femmes, il y a plusieurs cas, hein. Il y a des filles de ménage qui sont abusées donc par leur patron. Il y a des enfants du patron. Les enfants du patron. Il y a même des filles qui sont venues à l'école dans un foyer, qui ont leur tuteur, donc les enfants du tuteur ou le tuteur lui-même, malheureusement, qui abuse de ces personnes-là. C'est un peu tous ces cas-là qu'on retrouve dans, malheureusement, ce fameux vocable chat noir. Et vous dites ça passe là. Rapidement, pour faire un peu la polémique, justement, est-ce que le fait que vous-même, vous employez cette expression, au lieu d'utiliser le mot viol, qui me paraît... Je ne vais pas dire le mot est beau, mais il est précis. Est-ce que quelque part, vous-même, vous ne cachez pas encore cette réalité-là sous le terme chat noir? Vous avez pu dire stop au viol, mais vous dites stop au chat noir. Mais justement, parce que la réalité n'est pas dans le mot viol, la réalité est dans le mot chat noir et de comment c'est employé. Et c'est cette réalité-là, c'est ce qui se passe dans nos foyers, c'est cette réalité-là. Donc on sait que ce mot dérange, et comme ce mot dérange, on a décidé de l'employer.
Très bien. Pour ne plus, et d'ailleurs de dire stop, pour ne plus qu'il y ait une forme de normalisation de la situation. Quand on parle de chat noir, tout le monde dit ah ouais c'est un chat noir. Non, non, Depuis qu'on en il faut dire rigole. stop. Stop. Voilà, Voilà, il faut que ce soit- exactement. voilà, il faut qu'il y ait une interdiction liée à l'utilisation Moi, de je cette voudrais expression. revenir rapidement sur le chiffre que tu as donné, Marie-France. 86% de jeunes filles scolarisées. Dans quel contexte on le met, sachant que, au vu des chiffres de l'INS de 2015-2016, si je ne me trompe pas, on est à 69% de taux d'analphabétisme chez les femmes en Côte d'Ivoire. Est-ce que ce chiffre de 86% de jeunes filles scolarisées aura un impact sur le taux d'alphabétisation des femmes en Côte d'Ivoire, sachant qu'une femme instruite a la capacité de se défendre, de connaître ses droits et de sortir de l'ignorance? Comment on le place dans le contexte, ces 86% de filles, de jeunes filles qui sont scolarisées versus les 69% de femmes analphabètes en Côte d'Ivoire? D'accord. En fait, quand on prend les 86%, c'est un plus, dans la mesure où on est en train de préparer une génération qui sera plus alphabétisée que cette génération qu'on a aujourd'hui. Parce que pour certains de nos mamans qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, elles ne sont pas scolarisées, elles n'ont pas été scolarisées, donc elles ont du mal à pouvoir s'exprimer ou à défendre certaines causes. Donc les 86%, pour moi, c'est salutaire. Salutaire dans la mesure où, à partir de la base, parce que le plus important, c'est la base, à partir de la base, cela aura une incidence sur, en fait, le taux d'alphabétisme de façon générale. Et comment la sensibilisation se passe au quotidien avec l'ONG auprès des femmes qui sont, parce que vous occupez des femmes battues, Oui. abusées sexuuellement. Oui. Comment se passe cette sensibilisation? D'accord. Donc déjà, au niveau d'Abidjan, on a des rencontres, on appelle ça des rencontres, des ateliers, où on réunit en fait les différentes femmes qui ont été victimes de violences sexuelles. Vous savez, il y a 5 ans en arrière, parler de violences domestiques, déjà les violences conjugales, quand on parle de violences domestiques, c'est les violences conjugales, violences économiques et violences physiques, c'était quelque chose de difficile. Et donc, quand l'ONG Overcome a commencé à travailler sur cette question de violences domestiques, il y a eu beaucoup de personnes qui nous ont dit que c'était un chemin qui était un peu trop complexe, dans la mesure où les pesanteurs socio-culturelles, la religion aussi, donc pour certaines situations, autorisaient ce genre de traitement auprès des femmes. Mais on a décidé, par le digital, de commencer à parler de la question. Et donc dès qu'on a commencé à sensibiliser, à faire des affiches, des campagnes pour dire dénoncez-les ou ne les laissons pas, le slogan qu'on a utilisé, c'est ne les laissons pas mourir avant d'agir. Et dès l'instant qu'on a commencé cette campagne, on a commencé à recevoir de nombreux appels et des messages en inbox de plusieurs femmes qui étaient victimes de violences. Et ces femmes-là, on les a reçues dans une sorte de maison, une villa, avec qui on a échangé. Et cela a continué jusqu'à ce qu'on mette en place des procédures. Donc du coup, quand on est alerté qu'une femme est victime de violences sexuelles, automatiquement, la première des choses qu'on lui demande, c'est de se rendre à l'hôpital dans les 72 heures qui suivent. Ensuite, une fois les 72 heures passées, on cherchait à avoir un certificat médical. Aujourd'hui, Dieu merci, n'est plus nécessaire. le certificat médical n'est plus obligatoire pour porter plainte, mais c'est un élément de preuve. C'est ça. Donc, ce qui veut dire que la victime n'est pas obligée de pouvoir payer les 50 000 avant d'aller au commissariat. Et il y a des plateformes judiciaires qui sont installées dans les commissariats qui permettent au fait à ces femmes, quand elles arrivent, d'être prises en charge. C'est vrai que c'est lent, mais il y a beaucoup d'avancées qu'il faut Très bien. saluer. C'est une question pour vous deux, c'est justement la question de la libération de la parole. Justement, la parole se libère, est-ce que ça se libère un peu plus que par le passé? Si vous me dites oui, je comprends justement le rôle des acteurs publics, notamment parce qu'on veut savoir, quand on va témoigner devant une autorité, comment on prend ces paroles-là au sérieux ou pas. Donc sur ça, est-ce que vous pensez que l'institution publique est plus réceptive à la parole libérée qu'il y a quelques années? Oui, parce que le ministère de la Femme, ces 3 dernières années, s'est fortement engagé sur cette cause. Il faut dire, comme je l'avais dit tout à l'heure, la société civile a joué un rôle capital. Vous connaissez la Ligue ivoirienne des droits de la femme. Je fais partie des fondatrices de la Ligue. La Ligue a été créée sur Internet. On s'est retrouvés sur Internet. On s'est rendu compte qu'on défendait les mêmes causes et on a décidé de se mettre ensemble pour défendre ces causes sans se connaître. Et dès l'instant qu'on a commencé à utiliser ce que nous savons faire, c'est-à-dire la communication, on a reçu à toucher des milliers de victimes, de personnes qui étaient victimes de violences sexuelles et de violences conjugales. C'est ce qui nous a permis de pouvoir avoir cette dame qui est tombée
troisième étage qui a Ouais. créé une polémique. Oui. Effectivement, c'est ensemble. Parce qu'au départ, tu avais Overcom qui agissait de son côté. Tu avais... Là, vous êtes vraiment en symbiose maintenant. vous Effectivement, on travaillez travaille. ensemble avec Et les autres donc, nous, aujourd'hui, on s'est spécialisé sur tout ce qui est suivi psychologique. Au départ, on était sur tous les fronts. C'est-à-dire au niveau physique, il fallait aider la victime. Souvent, on te dit, telle personne a eu un cas, elle est malade, il faut envoyer de l'argent pour l'hôpital et tout. Et aujourd'hui, vu qu'il y a plusieurs organisations qui travaillent sur la question, nous, en tant que Overcome Women, on s'est focalisé sur le volet psychologique qui est le volet le plus difficile parce que la victime met du temps à guérir et pour cela, ils font un suivi minutieux et aussi des formations en développement personnel pour lui permettre de reprendre confiance en elle et puis Vous rajoutez quelque chose, Bénédicte? Oui, non, je vais la rejoindre. Je dirais qu'aujourd'hui, le gouvernement fait énormément d'efforts, mais surtout à utiliser les plateformes, les réseaux sociaux. On le voit beaucoup, le ministère de la Femme, on le voit aussi le ministère de l'Éducation, le ministère de la Solidarité également, utilisent ces plateformes-là pour pouvoir relayer les informations et nous servent aussi en fait de relais et d'aide pour pouvoir continuer dans nos luttes et la libération de la parole justement se fait beaucoup plus. Nous on a une augmentation d'appels, on a au moins 15 appels qui ont augmenté par rapport au niveau de l'année 2021. Donc c'est sûr que sur cette année, on a environ, on va dire, au moins 30 appels par mois qui viennent de notre côté. Donc c'est sûr que c'est à travers la libération de la parole. On aura l'occasion de parler de ces appels-là. On marque une courte pause, on se retrouve juste derrière pour la suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Live Talk pour la deuxième partie de notre entretien, en compagnie de Marie-France Kouakou, activiste féministe et présidente de l'ONG Overcome Women, pour préciser, et Bénédicte Joanne, elle est présidente de l'ONG Stop au Chat Noir. Alors vous disiez tout à l'heure, Bénédicte, avant la pub, que vous recevez beaucoup plus d'appels. Alors la question que je me suis posée, c'est, vous recevez beaucoup plus d'appels parce que les femmes s'expriment beaucoup plus, ou beaucoup plus d'appels parce que les violences ont augmenté? Alors, ça va être beaucoup plus d'appels parce que les femmes s'expriment de beaucoup plus. Alors, il faut savoir que ce n'est pas les femmes directement qui nous appellent. Ça va toujours être des lanceurs d'alerte. C'est-à-dire que j'ai ma sœur, j'ai ma cousine, ou à la maison, il se passe ça. Mais ce n'est jamais la personne directement. Ou bien c'est quelqu'un, une amie, qui va dire, voilà, il y a mon amie qui s'est fait violer, est-ce que vous pouvez l'aider ? Donc on demande toujours l'autorisation. Est-ce qu'elle sait que tu nous as contactés? Est-ce qu'on peut avoir son numéro? Est-ce que tu peux lui donner notre numéro? On va toujours demander cette autorisation. Donc la libération de la parole va se faire, je dirais, par rapport à des lanceurs d'alerte qui nous voient parler sur les réseaux, qui nous voient faire ou qui nous voient encourager ou qui ont été à nos débats, puisqu'on organise des débats qui s'appellent On va bailler, où on parle de manière très crue de sexualité, et qui se disent « Ah ben tiens, j'ai entendu ça ou j'ai vu ça la dernière fois, comment cette association peut nous aider ou peut aider mon ami ou peut aider ma sœur ou ma cousine ?» Parce qu'on a bien constaté qu'un grand nombre de femmes, justement, victimes de ces violences-là, ont peur de s'exprimer, ne veulent pas s'exprimer, ont honte de s'exprimer. Mais justement, sur ça, pour surfer sur justement le constat de Brice, quelle est justement la place des pesanteurs culturels? Parce qu'on a peur de s'exprimer, souvent parce que, bon, sans doute qu'on se dit qu'il va redoubler de violence, mais il y a une peur qui est liée aussi au regard de la société. Est-ce que vous pensez que notre société aujourd'hui regarde différemment n'a plus un œil accusateur sur la femme qui se fait violer? Parce que ça aussi, c'est important. Est-ce que vous sentez qu'à ce niveau-là, il y a une vraie évolution? Alors, il y a toujours cet œil, on va dire, pas accusateur, mais c'est plus accusateur de, voilà, c'est à cause de toi que mon frère est parti en prison, ou c'est à cause de toi qu'on a mis la honte sur mon frère. On va dire que ça se passe généralement dans les foyers ou entre voisins. Et donc, c'est plus la peur que les choses s'ébruitent et qu'on pointe le doigt sur la mère de famille ou le père de famille qui aurait parlé. Donc, on va avoir tendance à faire des médiations. Donc nous, les cas qu'on gère au niveau de l'association, ça ne termine, on va dire, sur 20% où il y a vraiment eu l'arrêt
de la personne est allé à la police, il est allé jusqu'à la MACA, mais généralement la personne, on va dire la personne même qui signale va se rétracter et va nous demander est-ce qu'on peut juste faire le suivi psychologique, est-ce qu'on peut juste payer le certificat médical, parce qu'en fait il n'est pas pour de vrai, on va dire réellement gratuit quand on va vraiment on va à l'hôpital, on nous demande quand même les 50 000. Après, il y a négociation avec les médecins. Ça arrive qu'ils baissent. Mais on va dire c'est plus dans l'accompagnement, surtout des frais médicaux, parce qu'il faut savoir que quand il y a cet accompagnement, la victime doit prendre des médicaments pour éviter d'avoir des MST. Et c'est tout ça, en fait, qui a un coût. Et ce coût-là, ça peut arriver jusqu'à 70 000. Donc, c'est généralement pour aider médicalement et psychologiquement, puisque les lanceurs d'alerte n'ont pas forcément les moyens pour accompagner. Donc, nous, on est là vraiment pour ça. Comment vous gérez cette prise en charge? Parce qu'il y a beaucoup de dépenses, finalement. Vous investissez beaucoup financièrement. Oui, ça. Vous investissez beaucoup moralement. Vous avez parlé de 30 appels que vous recevez par mois. Comment vous avez arrivé à gérer cette prise en charge des victimes partant de la plainte du lanceur d'alerte à la prise en charge, au rendez-vous pris avec le médecin, ensuite d'abord au commissariat? Comment vous gérez tout ça, cette prise en charge? En fait, c'est toute une organisation qui est mise en place. Lorsqu'on reçoit l'alerte, déjà, on a une personne qui est chargée de tout ce qui est cas, chargée des cas. Et à la suite de cela, on demande au lanceur d'alerte quel est le besoin immédiat. Donc, si le besoin immédiat, c'est d'aller à l'hôpital, automatiquement, on envoie la victime à l'hôpital. Il y a des moments où, lorsque la victime est à l'hôpital et qu'elle nous dit, bon, en VBG, on dit la survivante. Lorsque la survivante est à l'hôpital, qu'elle nous dit, je veux porter plainte, mais je n'ai pas la force de le faire, on se porte partie civile pour porter plainte à sa place. Et après le cas de l'hôpital, une fois qu'elle est soignée, généralement, les dépenses viennent de nos différentes poches. Maintenant, quand la victime ne peut pas retourner à son domicile parce que son compagnon ou son parent est violent, comment vous vous assurez qu'elle est en sécurité? Est-ce que vous l'hébergez? Est-ce qu'il y a un centre d'accueil? Il y a eu des moments où, lorsqu'on a reçu des appels, il n'y avait pas de centre d'accueil. Le centre d'accueil qui existait, c'était le centre Pavios, mais malheureusement, qui n'est pas d'une grande capacité. Donc, du coup, ce centre-là ne pouvait pas héberger tout le monde. Capacité de combien de personnes? Mettons, environ 6 à 10. au-delà de la capacité, mettons des mots sur les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire n'a pas de centre d'accueil pour les personnes. Ils ont annoncé un centre. Il y a le centre d'accueil Pavios, vert, il Ouais. est toujours disponible. D'accord. Alors aujourd'hui au centre Pavios, il est au niveau d'Atekoubé. C'est-à-dire qu'il est à Abidjan. Il est à Abidjan, il est disponible. Tant pis pour madame. Il y a également des centres au niveau de Korogo avec la société, des acteurs de la société civile. Il y a des associations sur Korogo également qui peuvent accueillir. Non, dans toutes les villes, il y a des... En fait, y a je des dirais centres d'accueil. majoritairement, Oui. il y a quand même des centres d'accueil à travers les organisations de la société civile. Mais ce n'est Les pas des ONG. centres de l'État. Non, L'État a un seul Pourquoi centre. je vous pose cette question? Oui. L'État a un seul centre. Donc c'est intéressant la question qu'Edith nous pose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'histoire des ONG, la société civile, c'est pour compenser, on va dire, les défaillances de l'État sur un certain nombre de choses. Et donc c'est ce que vous faites. Est-ce que justement, il y a une législation qui permet justement de soutenir, c'est-à-dire que moi, si aujourd'hui je veux offrir 10 000 francs à vous, à elle, est-ce que ça me vaut des réductions d'impôts? Quelles sont vos propositions justement pour que vous puissiez avoir plus de moyens de la part de l'État, une certaine façon de vous pousser? Est-ce que vous avez des idées par rapport à ça? Sur ce point, oui. Je dirais oui en termes de structures privées qui impliquent dans leur système de management et de développement la responsabilité sociétale d'entreprise, la RSE. Très bien. Parce que nous, au niveau de Overcom, on se fait beaucoup aider par le secteur privé. Et donc, du coup, à partir du plan qui est mis en place, lorsqu'on vient voir une entreprise X ou lambda qui nous dit que ce domaine d'intervention rentre dans notre programme de 2022, ces entreprises-là nous accompagnent. Est-ce qu'on peut en citer? Parce qu'on veut susciter la vocation. Voici un mot cher à Brice depuis qu'on parle
de droits de la femme, Ouais. est-ce qu'on peut susciter justement des vocations? Quelles sont les entreprises que vous entreprises, avez? Il effectivement. faut en parler, Oui, parce il que faut c'est juste de bons préciser- exemples. Il faut juste préciser que la structure qui va être aidée doit être d'utilité publique. Ouais. Aujourd'hui, beaucoup d'associations en Côte d'Ivoire et sur Abidjan ne sont pas structurées avec un agrément, ce qui peut ralentir justement, on va dire, l'aide de l'État, parce qu'à partir du moment où on est toujours dans le processus de création, c'est-à-dire avec un récépissé avec lequel on a le droit de fonctionner, avec lequel on a le droit en tant qu'association d'ouvrir un compte bancaire, mais on ne pourrait pas recevoir, on va dire, de l'argent pour qu'une entreprise ait le droit à une réduction si on n'a pas l'agrément. Je Très précise, bien. il faut Ouais. l'agrément et c'est ce papier qui est important justement pour valoir de ces réductions Et et être pour dans que la les légalité, ONG, les ONG. Je vais vous raconter quelque chose. Récemment, on a eu on va dire un don qui voulait être fait par une structure privée, mais il fallait qu'on ait justement ce côté agrément. structure Ouais. d'utilité publique. Et du coup, j'ai dû leur recommander une ONG internationale par laquelle ils sont passés pour pouvoir faire en sorte que cette ONG internationale nous finance en fait en retour. Donc c'est encore dans le système administratif, c'est encore pas précisé et très compliqué tant qu'on a encore ce récépissé, mais dans lequel on a toujours cette légalité en tant qu'association. D'accord. Revenir à oui. Oh oui, on a toujours cette légalité, comme elle le dit, en tant qu'association, ce qui fait qu'en fait, l'agrément, la difficulté au niveau du fait qu'on n'a pas d'agrément vient des institutions internationales ou des ONG internationales qui ont des procédures administratives très strictes et très lourdes. Par contre, une structure privée qui a intégré dans son développement la responsabilité sociétale des entreprises avec un focus sur l'autonomisation ou les violences basées sur le genre, cette structure-là peut faire un don à une ONG. Et c'est de cela que nous, au niveau de Overcome Women, nous bénéficions. Et en plus de ça, on a des mécènes, des personnes qui nous suivent, qui voient que nous Des défendons des personnalités. personnalités, des causes assez nobles. Et dès l'instant qu'il y a un cas de violence qui survient, ces personnes-là, automatiquement, pour celles qui sont fortement engagées, si vous permettez de donner des noms. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est vrai que c'est une personne qui est très discrète, mais je veux vraiment lui dire merci. C'est le DG de l'entreprise Sacri qui, franchement, est un homme qui est très, très Comment il engagé. s'appelle? Oui. Monsieur Nabil Ajami, pour Ok. la question de genre. En fait, on n'a pas besoin de lui demander. Dès l'instant qu'il voit une cause noble, il vous C'est un accompagne. e-forchi. C'est un e-forchi, un super. véritable e-forchi. Et moi, je veux rapidement. Quelle est la véritable, place hein. un véritable. Quelle est la place des médias? Comment les médias, parce que vous avez parlé des réseaux sociaux qui sont très utiles dans votre combat sur les violences basées sur le genre, mais quelle est la place des médias mainstream? Quand je parle de médias mainstream, C'est ça, c'est nous, ouais. la télévision. Comment ces médias vous accompagnent dans la sensibilisation contre le viol? Je pense que déjà aujourd'hui, c'est une bonne chose de nous avoir donné une lucarne et surtout de nous inviter. Je pense que les médias aujourd'hui sont très engagés et essayent le plus souvent de reporter tout ce qui est cas de VBG et de faire des reportages de sensibilisation également. Il y a une avancée, il y a encore un besoin de formation au niveau des médias. Mais je pense qu'on est en train d'aller vers quelque part de positif, quelque chose de positif, et c'est en train d'aider justement les OSC, c'est-à-dire les organisations de la société civile qui sont, elles, locales, afin de pouvoir avancer. Très bien. Alors, il y a des femmes ce soir qui nous regardent. Elles sont dans des situations difficiles, elles ont envie de parler, elles ont envie de rentrer en contact avec vous. Est-ce qu'il y a un numéro, il y a le numéro vert, il y a les moyens qu'elles ont de pouvoir rentrer en contact avec vous? Alors, dans notre cas, elles peuvent télécharger l'application mobile Stop au chat noir. Donc, c'est disponible sur iOS et également Apple Store. Donc, à partir du moment où elles ou ils nous écrivent dessus, on peut relayer l'information très facilement aux professionnels. Il faut savoir que nous sommes des volontaires, des bénévoles chez Stop au chat noir. Nous ne sommes pas des professionnels. Nous sommes un pont entre les survivantes et les professionnels. Très bien. Et les professionnels? D'accord. Au niveau de Overcome Women, nous avons une page Facebook, Overcome Women, tout simplement. Et pour toutes les personnes qui souhaiteraient nous contacter, je peux me permettre de donner le numéro 2 x 07 87 95 41. Donc, il faut dire qu'en ce moment, nous avons lancé une caravane de sensibilisation
sur les grossesses en milieu Scolaire. précoces en milieu scolaire, quand on a appelé la Dream Attitude, qui a été fortement soutenue par le député maire Olivier Djebidjek, dans laquelle nous avons été même dans sa région à Zienoula. Et nous avons fait Zienoula, Koumassi, Agboville. Et le vendredi, nous serons à Bingerville. Donc c'est une caravane pour laquelle nous avons besoin de financement. Parce que la situation de l'éducation au niveau de la Côte d'Ivoire est, on va dire, est cruciale. Parce que le niveau scolaire des enfants est faible. Et en plus de ça, les enfants n'ont pas l'enseignement des valeurs, de certaines valeurs qu'il faut adopter. La question de l'éducation sexuelle. La question de l'éducation sexuelle. oui. Et puis, il y a des déficits de toilettes dans les écoles. Ce qui est un frein aussi à l'éducation des jeunes filles. Parce que Même quand les serviettes périodiques. effectivement, hein. parce que quand L'accessibilité. elles ont les menstrues, il y a d'autres qui ne viennent pas à l'école parce qu'elles n'ont pas de quoi se protéger. Et c'est vraiment une question sur laquelle l'ONG Overcome s'est engagée fortement pour qu'on puisse véritablement aider l'État de Côte Juste un d'Ivoire. mot, non, Brice, vous allez voir, ce n'est pas une question. C'est-à-dire qu'à l'instar de l'illustre Ivoire-Roi, je voudrais, parce qu'elle a dit qu'elle était soutenue par Par les députés. le député là, je voudrais dire que nous aussi, c'est un vrai engagement que nous prenons, vous l'avez vu durant toute cette période, pour parler de cette cause de la femme. Moi, Pendant tout le mois de mars sur pendant Live tout TV. le mois de oui. mars sur Live TV, on va continuer à accentuer. Ce n'est pas une fête, mais chaque fois que le droit d'une femme est acquis ou garanti, moi je pense qu'on peut crier cocorico. Parce que c'est ça que je voulais dire à Edith. Exactement. Voilà, on peut André, quand tu même sais, être content de cela. Iforchi, un vrai Iforchi. Voilà. Comme Oui, Brice ça. d'ailleurs. Non, moi j'ai évolué. Depuis hier, il est un vrai Depuis hier, je Iforchi. suis même chiffon. Depuis hier, je suis même chiffon. On l'a retrouvé. Le combat est tellement poussé que même je deviens chiffon. Merci mesdames, merci André, on a été très heureux d'être en votre compagnie, merci à vous téléspectateurs. En tout cas, notre souhait, c'est qu'on ait de moins en moins, sinon De dans mon violence. plus grand rêve, qu'on ait même plus de violence basée sur le genre dans notre pays. Merci d'avoir été en notre compagnie. On vous retrouve demain pour un moment de décryptage sur Live TV. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, qui veille sur la Côte d'Ivoire. À demain. Amen.